personas con necesidades educativas específicas o especiales, y también sobre el tema de la lucha contra las enfermedades del trabajo y la salud laboral en Francia. Je suis désolée, il faut me laisser 1 ou 2 minutes pour récupérer le fil. Mon appareil ne me fonctionnait plus. J'ai donc dû m'absenter pour aller le changer et donc j'ai perdu le fil de la conversation. Je vais revenir, mais il me faut 1 ou 2 minutes. Bon, alors apparemment, si j'ai repris un petit peu le fil, il y a eu des questions sur la réduction du temps de travail et des questions sur l'intégration des jeunes handicapés, hein, c'est ça. Alors, que vous dire sur la réduction du temps de travail? C'est bien compliqué parce qu'en France, c'est un sujet conflictuel, extrêmement conflictuel, puisque vous savez que Martine Aubry, quand c'était le Parti socialiste qui était au pouvoir, a fait passer la France aux 35 heures. Voilà. Donc il y a eu toute une restructuration du temps de travail autour de ces 35 heures qui est menacée et remis en cause sans arrêt. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans un paysage en France très contrasté où il y a des entreprises qui de fait respectent les 35 heures. Il y a des entreprises où on est repassé à 39, voire à 40 heures. Et en fait, tout est une question de branche professionnelle. De la même manière qu'il y a des entreprises où on fait 40 heures par semaine, mais on peut récupérer quelques jours pendant les vacances d'été. Voilà. Alors après, toute la question, c'est la question de la productivité du travail. Et là, il y a des enquêtes qui sont, je dirais, un peu contradictoires sur la question. Vous avez par exemple une grande enquête internationale qui tend à montrer que les Français sont beaucoup plus productifs que les Américains et qui seraient plus productifs que les Américains parce qu'ils sont plus en vacances. Voilà, mais tout ça est discuté et dépend des critères qu'on prend en compte pour mesurer la productivité. Je ne sais pas, il y avait une question peut-être un peu plus précise que ça. Sur la question de l'intégration des enfants handicapés. Alors là, au niveau des entreprises, si on parle au niveau des entreprises, il y a des quotas. Donc il y a une obligation de quotas à respecter, autrement les entreprises doivent verser une amende. Donc il y a une prime, il y a un quota à respecter. Et au niveau de la formation professionnelle, vous avez des centres spécialisés. Des centres spécialisés qui gèrent les enfants qui ont des difficultés ou physiques ou mentales. Ils sont de fait très peu et très mal intégrés au cursus classique d'éducation.
Ça a été une demande qui est relativement vieille, de pouvoir les intégrer à l'école primaire, l'école élémentaire, etc. Mais les structures ne sont pas adaptées. Depuis quelques années, normalement, l'éducation nationale doit pouvoir fournir pour chaque enfant handicapé un assistant qui est là en permanence et qui doit pouvoir l'aider. Le souci, c'est que si vous avez suivi un petit peu le débat sur la réduction des effectifs, dont la réduction des effectifs des fonctionnaires en France sous le gouvernement Sarkozy, on n'a pas du tout l'effectif suffisant pour appliquer ce principe. Donc, si ma mémoire est bonne, il faut en moyenne 18 mois actuellement entre le moment où on dépose une demande et le moment où la demande elle est traitée par l'administration. Pas le moment où vous disposez de quelqu'un, mais le moment où le dossier est traité par l'administration. Donc ça veut dire souvent plusieurs années pour pouvoir intégrer un enfant handicapé dans un cursus classique. Et c'est souvent trop tard du coup. Nós temos ainda duas questões gerais para a mesa, uma sobre questão de doentes mentais, aí seria para o companheiro do Uruguai falar a respeito, e depois tem mais uma para a professora francesa, mas vamos primeiro ver a resposta do nosso amigo do Uruguai, depois nós voltamos da França, e o Marcelo já fez uma sistematização sobre as questões do Pronatec. Então ele vem responder já em bloco, digamos assim, né, que facilita depois o nosso debate. Para los y las valientes que aún nos acompañan, yo soy una persona muy ejecutiva y no me gusta reiterar conceptos ni términos. Prácticamente la realidad que han descrito los compañeros de España y Portugal, España y Francia, es esa la realidad en el país. Hay este sistema de cuotas, hay diversos debates sobre si integrar en forma total o parcial, se discute sobre qué tipos de deficiencias se pueden integrar y cuáles no, y por tanto, si bien hay una intención clara del gobierno y de los trabajadores de integrar, también hay un proceso en curso en la propia sociedad que debe tomar cuenta de este asunto, que no comienza en la educación técnico-profesional, comienza cuando los niños y niñas empiezan en la etapa preescolar. Desde ahí comienza este debate, que no es un debate bien resuelto, porque la propia sociedad no ha resuelto bien su propia relación con los discapacitados. Desde que no hay a veces transportes adecuados, a que no hay libros de textos adecuados, en cantidad y número suficiente, y podríamos seguir con un montón de situaciones. Pero lo que está claro que lo que está en curso es una clara tendencia a integrar parcial o totalmente, depende de la situación, y a obligar o intentar que las empresas que no cumplan con los requisitos de integrar laboralmente a estas personas, ya si no lo hacen en forma voluntaria, reciban una sanción. Y en el caso de aquellos que también pertenecen al sector público, se han producido rápidos cambios, porque el sector público es el que primero tiene que dar una claridad en cuanto al rumbo de oportunidad laboral para estas personas. En relación al tema de la jornada laboral, es un tema que no ha sido resuelto. Los trabajadores han planteado la reducción de la jornada laboral y los empresarios dicen, ok, reducimos la jornada laboral, pero no con el mismo salario. Y ahí entra en el debate el tema de la productividad. Y es un debate que, en definitiva, la reducción de la jornada laboral en términos objetivos, materiales y concretos, ya no, como dice el compañero, un debate en el plano teórico, no se ha producido. Los elementos que están planteados son estos. Los trabajadores plantean reducción de la jornada laboral con el mismo salario, y los empresarios plantean que si hay reducción de la jornada laboral también se reduzca el salario.
y ahí entra, como decíamos, el debate sobre el tema de la productividad. Si es que en 6 horas se puede producir lo mismo que en 8, etcétera, etcétera. A eso hay que sumarle el problema del paro, el problema del desempleo, porque la reducción de la jornada laboral entra en un marco de empleo, no puede ser visto solamente en la perspectiva de trabajar menos y ganar lo mismo, sino también que tiene que ver con toda la estructura laboral de un país. Es un poco el estado de situación. En concreto, no hay reducción de la jornada laboral, hay un fuerte debate, pero no hay un horizonte cercano para que este se resuelva en términos muy concretos, pasar de 8 a 6 o a 7, eso aún no está ocurriendo, está en el plano de la negociación. Nós temos uma última questão que é para a professora Prisca e depois passando então ao professor Marcelo. É de uma mestranda em Educação da Universidade Federal do Pará, sobre pedagogia das competências. Sei das diferenciações que se tem de modelo de competências, lógica de competências, noção de competência e pedagogia das competências. A leitura que tenho das competências na França é por meio de Tanguy e Popper, né? Em saberes e competências. O uso de tais noções na escola. Na sua fala você enfatiza modelo de competências, então gostaria de saber o que permanece da pedagogia das competências na França. E também a pessoa está pedindo se pode disponibilizar um e-mail para fazer digamos, um intercâmbio e põe o e-mail da pessoa aqui. É algo sobre a pedagogia das competências. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de reformuler la question en une phrase? Je n'ai pas suivi. Oui, qu'est-ce qui reste de la pédagogie des compétences? On est en plein, en fait, la pédagogie des compétences. On est loin d'en être sorti. En tout cas, il n'y a pas d'issue actuellement visible. En fait, la notion des compétences, elle a été introduite d'abord par le biais de l'enseignement professionnel et technologique, et elle a été étendue à l'ensemble dans l'enseignement. Et aujourd'hui, on en est là. Alors, quand je dis l'ensemble de l'enseignement, c'est pas seulement l'université, enfin, c'est évidemment l'université, hein, tout a été recodifié sous cette notion de compétence, mais c'est aussi la maternelle. En France, nous mettons nos enfants à 3 ans à la maternelle. Les enfants, dès 3 ans, maintenant, dans les maternelles, sont évalués avec des référentiels, des grilles de compétences. Ils sont hiérarchisés les uns avec les autres. Voilà, et on évalue voilà, s'ils sont en retard, s'ils sont en avance, parce qu'est-ce qu'ils savent faire leur lacet ou pas leur lacet, est-ce qu'ils savent dire bonjour, reconnaître les toilettes des filles, reconnaître les toilettes des garçons, etc. Donc voilà, si j'ai bien compris la question, et on me demandait qu'est-ce qu'il en reste, je dirais que voilà, on rentre dedans encore, hein, on est loin d'en être sorti. Je ne suis pas sûre que c'était tout à fait ça la question. Não sei se mais alguma questão que possa ser feita no microfone para a mesa, fora o Pronatec. Poder usar o microfone, porque eu pessoalmente acho que, do ponto de vista pedagógico, é bem complicado. Você faz uma mesa grande e coloca um programa de política pública do governo, que é o programa de vocês, porque toma a atenção toda. Não tem como você sair dos aperreios que tem com um programa que diz respeito a vocês. Né? Mesmo que o Marcelo tenha usado 10 ou 15 minutos a mais, mas eu acho que não seria diferente. Né? Então vamos tentar ver questões para o conjunto da mesa. Ele organizou a resposta dele e depois nós damos sequência. Sem dúvida, sem dúvida.
tarde a todos, a todas. Sou Tânia, do Sinasef da CE. A pergunta que eu fiz à professora e aos dois companheiros é a seguinte: no Brasil, os institutos federais foram equiparados às universidades. E hoje, os professores e os técnicos, as professoras, têm a mesma tabela, tanto no Instituto Federal de Educação, tabela salarial, como nos institutos federais e na universidade. Mesmo piso, mesmo teto. E a pergunta era se na Espanha e na França há também essa igualdade de salários entre os trabalhadores e trabalhadoras da educação, da rede profissional e da universidade. E a segunda pergunta foi, a relação no Brasil, nós temos 57 carreiras do Poder Executivo. E para os trabalhadores e trabalhadoras graduados e graduadas, o salário menor é o do docente. Pergunto se também na França e na Espanha a relação é essa. Obrigada. Bueno, equiparar los sistemas educativos a veces es muy complejo, porque niveles que están integrados en un modelo de educación en Brasil, lo mismo no tienen la equiparación en Occidente, y eso, si lo comparamos con el mundo americano o británico, todavía se complica más. Pero de entrada decir que la educación media en España, que abarca hasta los 18 años, incluida la formación profesional y la formación para la universidad, el profesorado tiene el mismo nivel y por tanto teóricamente gana lo mismo, porque luego, dependiendo de los años que lleves y de los complementos que vas adquiriendo, se va ampliando esa brecha salarial dentro de un mismo, nosotros lo llamamos cuerpo, de un mismo grupo. En ese marco sí se ha hecho un esfuerzo muy importante para que en la educación secundaria, sobre todo en la tecnológica, grupos de profesores que venían de situaciones diferentes, con títulos diferentes, se unifiquen. Pero a partir de ese momento, todo el que entra tiene que entrar con un título superior universitario. Con respecto a la universidad, es que ya no hay en España una diferencia entre que en la universidad ganan más que en la enseñanza secundaria, porque al meter la carrera docente, que es lo que llamamos, es decir, los estadios, te encuentras profesorado de universidad que gana menos que un profesor de instituto que tiene un nivel más alto en la carrera. Y la carrera se compone de cosas tan absurdas, desde nuestro punto de vista, como que aprovechando las competencias se evalúan, los padres y las madres evalúan la labor del profesorado con una encuesta de ¿se siente usted bien atendido por el tutor, por el profesor? Y si consigue un nivel alto, te pagan más o te pagan menos. Si haces 60 horas de formación, cada 6 años te pagan un poco más o te pagan un poco menos. El gobierno socialista quiso incluso aumentar los niveles. En la universidad es muy complejo, porque ahí ya se ha implantado este sistema, pero en la educación media no. Como un ejemplo, y perdonad que personalice, mi hermano es profesor de enseñanza primaria, pero es doctor también, y lo ha contratado la universidad, se ha ido a trabajar a la universidad. Ahora gana menos que de maestro, porque acaba de llegar, es nuevo en la universidad, no tiene la carrera hecha en la universidad, y como maestro ganaba más. Es todo un sistema un poco extraño de equiparación salarial. Oui, alors pour essayer, oui, donc pour essayer de répondre à la question, il y a une chose, il y a les niveaux d'éducation, c'est-à-dire effectivement,
plus vous montez en niveau d'éducation, plus le salaire augmente. Donc vous êtes payé plus à l'université qu'en primaire ou en maternelle. Mais si j'ai un peu compris le système brésilien, les grilles sont beaucoup plus resserrées qu'au Brésil. C'est-à-dire qu'un instituteur qui travaille avec des enfants de 10 ans en France gagne plus qu'un instituteur au Brésil. Par contre, un professeur d'université en France gagne moins qu'un professeur d'université au Brésil. Donc, si vous voulez, les grilles sont beaucoup plus resserrées. Oui, au Brésil, on gagne mieux sa vie comme professeur, beaucoup mieux sa vie qu'en France. Hein, donc, vous avez des grilles qui sont beaucoup plus resserrées. Après, ce qui complique les choses, c'est entre enseignement général et enseignement professionnel. Si vous êtes dans l'enseignement général, vous êtes mieux rémunéré que si vous êtes dans l'enseignement professionnel. Parce que c'est la dépréciation classique de l'enseignement professionnel. Enfin, troisième chose qui va rentrer en compte, mais je vais essayer de ne pas être trop technique et d'être un peu rapide parce que c'est compliqué, c'est que nous avons en France en ce moment, dans le public de l'éducation, un croisement hybride entre la qualification, qui est sur le modèle de l'ancienneté, et la compétence. Donc, avec l'ancienneté, ça revient à ce que dit mon collègue. C'est-à-dire que comme les instituteurs qui ont les enfants plus petits, ils commencent à travailler plus tôt parce qu'ils font des études moins longues, arrivé à 45 ans, on va avoir à peu près le même salaire, puisqu'ils vont commencer à travailler à 25 ans, et à l'université, la moyenne d'âge d'entrée après un doctorat, c'est 34 ans. Donc la distinction de 10 ans de décalage explique qu'à un même âge, on va avoir un salaire quasi équivalent. Je ne sais pas si vous avez arrivé à suivre. Bon. Et là-dessus, il y a le modèle des compétences qui intègre ça, qui est l'évaluation individualisée qui est en train de pénétrer l'université, où on est également évalué en fonction du nombre de publications et du nombre de fois où on est cité dans les articles de collègues. Et commence à être introduit, non pas les systèmes de primes, parce que ça c'est pour les universités privées. Dans les universités privées, si vous publiez beaucoup, vous avez des primes. À l'université publique, c'est plus pernicieux, c'est si vous ne publiez pas assez, on vous retire. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne vous retire pas dans le salaire, mais on vous donne plus d'heures d'enseignement. Si vous ne publiez pas assez, au lieu, je dis n'importe quoi, de faire 300 heures dans l'année, eh ben, vous pourrez en faire jusqu'au double. Donc on peut jusqu'à doubler le temps de travail si vous n'avez pas tenu vos objectifs, la performance individuelle. Voilà, mais c'était un peu technique. Juste, je voulais remercier nos interprètes. Ça fait, je crois, depuis 1h30, 4h, 5h. Voilà, et moi j'ai eu une traduction de très bonne qualité. Je ne sais pas pour mes collègues. Voilà, donc je voulais aussi les remercier pour leur travail. Ok. Eu fui avisado que nossos trabalhos vão até às 18, e não 18h30. Então nós vamos abrir agora esse bloco em torno do programa Pronatec. O Marcelo vai tentar responder, vamos abrir questões, vamos ver o tempo que sobra para a gente continuar o debate também em relação aos outros professores. São diversas as perguntas, eu procurei agrupá-las aqui de forma a ter maior celeridade, mas ainda assim eu vou tentar fazer a leitura e tentar responder em bloco esse conjunto aqui, que é o mais significativo em termos de quantidade. Pronatec é um projeto ambicioso de qualificação, porque não envolve uma agregação da elevação de escolaridade dentro da carga horária desses cursos, se os cursos são da educação.
Dentro dos públicos prioritários, o curso técnico se destina exclusivamente para alunos regularmente matriculados no ensino médio, por que não foi permitido o ingresso de alunos que já concluíram o ensino médio? Projeto desconectado dos recursos, como defender o ensino integral e integrado, descaso do dinheiro público para o sistema S e instituições privadas. Por que aplicar recurso público para instituições privadas quando nossa rede em expansão, que é da maior importância, ainda sem infraestrutura, sem concursos e com número insuficiente de professores e sem carreira? Não seria melhor arrumar a casa e depois distribuir o recurso? Como garantir um padrão unitário de qualidade no EPP? Como o MEC vê a efetivação da articulação entre o ensino médio e a educação profissional